Tampon sur le passeport, on voyage en première. On a pris le cockpit pour un vestiaire. Le plan de vol fait tanguer comme une croisière. On prend le pouvoir ici, faut investir. Le clubhouse est ouvert, c'est la zizanie. On finira par chanter la zizaoui. Des histoires de voyage derrière les Maoris. Tamponner commence ici. Et oui, commence ici parce qu'on est dans le premier épisode. Bienvenue à tous, bonjour. Et vous êtes dans Tamponner le podcast. Tamponner, qu'est-ce que c'est tout simplement? C'est un podcast où on parle rugby, on parle découverte culturelle, on parle dépaysement et ce, avec des invités qui jouent au rugby, mais surtout avec mon collègue, que dis-je, mon co-présentateur, Greg. Et Greg, je crois que tu as toi-même expérimenté cette manière de vivre puisque tu as passé un an en Angleterre, il me semble, du côté de Manchester. Effectivement, je suis parti jouer en Angleterre et étudier accessoirement, mais c'est vrai que j'ai passé pas mal de temps sur les terrains où j'ai pu jouer devant, derrière, un peu partout, dans la pluie, dans la neige. Et je pense que la neige, c'est quelque chose que tu as connu également, Romaric. Écoute, j'ai connu la neige, quand même pas mal de temps sur mon année passée en Pologne, mais j'ai eu la chance d'éviter les terrains enneigés. Donc je m'en tire plutôt bien et c'est vrai que j'ai été aussi un peu pour les études quand même, hein, il faut le dire aussi. Et on reçoit aujourd'hui un invité qui a eu d'autres expériences, mais qui a aussi connu l'Angleterre comme toi, Greg. Et cet invité, c'est Thibaut Flamand. Comment tu vas, Thibaut? Ben, ça va très bien, merci. Merci de m'avoir sur votre podcast. C'est un concept qui me paraît très sympa. Avec plaisir. Et justement, ce concept, parlons-en un petit peu. Pour t'expliquer un peu comment va se dérouler le podcast, Thibaut, tout simplement, on va commencer par une petite présentation de ton profil. Ça s'appellera le passeport de l'invité. Et puis, on passera à une rubrique pour aborder des thèmes un peu plus larges sur les différentes destinations que tu as pu faire. Ensuite, on s'aventurera dans le triangle des Bermudes. On va te poser plein de questions et tu devras nous répondre par 3 réponses, tout simplement. Et puis, tu finiras tout simplement par faire entre guillemets, la promotion du rugby à l'étranger ou en tout cas te donner ton ressenti sur cette expérience. D'ailleurs, Thibaut, on va rentrer directement dans le vif du sujet et on va partir sur une petite présentation. Final call for boarding. Final call for boarding. Ah, il n'y a pas eu de voyage à vide. Le passeport de l'invité. Alors Thibaut, c'est le moment de regarder de plus près ton passeport rugbystique, mais aussi ton passeport de vie, entre guillemets. Et si je ne me trompe pas, tu es né à Paris en 97 et tu es déjà parti après 3 ans du côté de Bruxelles en Belgique, c'est ça? C'est ça. Je suis né à Paris. Après, j'ai grandi à Bruxelles je suis arrivé à 3 ans à Bruxelles. J'ai été là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et après, j'ai été prendre. Je suis un peu parti à l'aventure, quoi. Et je crois que tu es notamment parti à l'aventure de l'autre côté de la Manche, du côté de Loughborough, j'espère que je l'ai bien dit. Ouais, c'est ça, ouais. Alors, ouais, non, du coup, je suis parti en Angleterre, ouais, à 18 ans après le bac. Moi, j'ai toujours voulu jouer au rugby professionnel. Et donc, pour moi, ayant joué dans le rugby belge, la meilleure option, c'était de partir en Angleterre parce que j'avais pas le niveau pour intégrer les centres de formation en France. En Belgique, c'était pas vraiment ce que je recherchais. Et donc, l'Angleterre, c'était un peu ma seule option, quoi, où je pouvais allier les études et le rugby à bon niveau. Donc, je suis parti à l'université de Loughborough, donc j'ai été faire l'école de commerce de Loughborough. Et donc, j'ai intégré le programme rugby là-bas, qui est une université assez réputée pour le sport. Il y a pas mal d'étudiants qui vont au JO, etc. Ils ont des infras impressionnantes un peu à l'américaine. Donc voilà, c'est une très sportive et assez branchée rugby du coup. Et donc voilà, j'ai décidé de partir là-bas pour après mon bac. Chose assez intéressante, je crois que quand tu arrives à Loughborough, tu joues demi d'ouverture, non? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, en fait, jusqu'à mes 18 ans, je jouais 10 et arrière. Puis après, forcément, je faisais déjà quasiment 2 mètres à 18 ans, donc je savais qu'il y avait de fortes chances que je passe devant, quoi. Donc ouais, je suis arrivé là-bas, je jouais encore 10 arrière, et puis ils m'ont repositionné dans la cage. Et puis, franchement, moi, ça m'a pas déplu, au contraire. C'est un poste que j'aime beaucoup, et deuxième ligne, du coup, et deuxième et troisième ligne, du coup, maintenant. Et donc non, je m'y plais bien, et donc ouais, j'ai été repositionné à ce moment-là à mon arrivée, du coup. Je crois que tu vas profiter notamment d'un stage au cours de ta 3e année pour partir pour repartir du coup là en Argentine cette fois-ci du côté du club de Newman. Je crois que tu es un peu parti du coup sans trop prévoir. On a pu lire ça un peu dans la presse. Ouais, c'est ça, ouais. En fait, juste pour contextualiser, j'avais donc le cursus universitaire, c'était 2 ans de cours, 1 an de stage et une dernière année de cours. Et donc, cette 3e année de stage, j'ai décidé de la faire en Argentine parce que je voulais changer un peu. J'avais fait l'espagnol au lycée, donc voilà, c'était un pays rugby. Enfin bref, ça, je connaissais pas, ça m'attirait. Donc, j'y suis allé. Et ouais, c'était un peu à l'arrache, quoi. En gros, j'avais un club de rugby, un mec, donc un billet d'avion, un billet aller, et puis quelqu'un, le manager du club dans lequel je vais jouer, qui me récupérait à l'aéroport. Mais après, j'avais pas de logement, pas de stage, pas de
pas vraiment de contact particulier à part le club, quoi. Et donc ouais, c'était un peu l'aventure, mais franchement, j'ai bien kiffé, quoi. C'était sympa tu sais, de se démerder, de se débrouiller tout seul, quoi. Donc c'est cool. Donc ouais, je suis parti en Argentine un an. Ça va, le choc de température et notamment de météo a pas été trop dur entre Loughborough et l'Argentine? Ah ouais, putain, ça faisait du bien là. Bon, après, moi, quand je suis arrivé, c'était l'hiver encore en Argentine. Je suis arrivé en été ici, et du coup, c'était l'hiver là-bas. Mais après, l'été là-bas, ouais, ça changeait un peu de Loughborough, ça c'est clair. Du coup, après ton expérience en Argentine, tu reviens entre guillemets aux affaires en Angleterre à Loughborough. Je crois qu'au moment de passer tes partiels, du coup, ta dernière année, tu as une offre de contrat jeune du coup des London Wasps et tu la refuses, du coup, dans un premier temps. Mais ouais, en fait, c'est pas exactement ça, mais oui, donc j'avais reçu une proposition. Donc moi, là-bas, je cherchais à rentrer en France après mes études. J'avais notamment une piste à Vannes, mais ça, enfin bon, après, il y a les Wasps qui m'ont proposé un contrat espoir. Mais ouais, donc en gros, l'histoire du refus, c'était plutôt qu'en fait, donc j'étais en pleine période d'examen, tout arrivait super vite, j'avais mes examens, moi, les études pour moi c'était important quand même, donc il fallait voilà que j'assure une bonne. Je voulais pas juste avoir mon diplôme, je voulais avoir voilà une note qui me paraissait bien, quoi. Et donc ouais, j'avais des priorités. Donc en gros, il m'avait dit que j'avais 24 heures pour signer le truc, ou alors il n'y avait pas de contrat. Donc je dis bah ouais, bah si c'est comme ça, il n'y a pas de contrat, quoi. Bon là, mais bon après, c'est de la négo, quoi. C'était pas vraiment des prises de position fermes, quoi. Donc voilà, ça s'est fait par la suite. Ok, ouais, et comme tu le dis, du coup, ça s'est fait une fois que tu as été diplômé, ou en tout cas que tu avais passé cette période charnière pour toi, et je crois que ça s'est plutôt bien passé après du côté des Wasps. Ouais, c'est ça. Donc du coup, j'avais signé un contrat espoir de 2 ans. Et ouais, ça s'est bien passé. Quand je suis arrivé, j'ai fait 2 mois dans le centre de formation. Puis après, j'ai été en prêt. Ils ont un système de prêt de joueurs qui est assez développé et que j'aime bien, où en gros, les joueurs espoirs sont prêtés dans des clubs aux alentours en fonction de leur niveau. Donc, ça permet aux joueurs d'avoir pas mal de temps de jeu et de s'aguerrir un peu. Donc j'ai fait ça pendant un mois. J'ai été prêté en deuxième division anglaise. Et puis après, au bout d'un mois, ils m'ont dit, ouais, bah, en fait, viens faire un peu des séances avec l'équipe une. Et puis, ouais, bon, ils étaient contents. Et du coup, ils m'ont gardé un peu plus longtemps. Et puis, au final, ils m'ont dit, bah, tu vas pas repartir en prêt. Donc après, je suis resté en équipe une. Je crois, si je dis pas de bêtises, notamment que tu fais 15 matchs, en gros, sur la saison dernière, donc 2019-2020. Tu marques Ouais, c'est notamment ça. un essai face aux Saracens. Du coup, ouais, donc, bon, enfin, oui, du coup, j'ai fait 16 matchs. Et après, ouais, ouais, j'avais marqué contre les Saracens sur mon premier match. C'était sympa de marquer sur ma première avec les Wasps. Et c'est sympa de jouer à côté d'un mec comme Lunchbury aussi dans la cage. Ouais, ouais. Bah ouais, ouais, c'est sympa. Après, il n'y a pas que lui, quoi, de jouer avec des mecs, enfin des Fekitoa, des Robson, des Launchbury, des Rowlands aujourd'hui, qui est international gallois, des Odogu qui aujourd'hui gèrent, des Umaga. Enfin, ouais, il y a plein de. Mais c'est comme ici à Toulouse, quoi, d'être avec des grands joueurs. Ça fait un peu bizarre au début, mais au final, on se rend compte que c'est des coéquipiers, des potes. Et puis, enfin, voilà, donc c'est. Mais oui, c'était sûr qu'au début, c'était un peu particulier, ouais. Et tu le vis comment la fin de saison dernière? Vous allez jusqu'en finale, mais toi, il me semble que tu es blessé. Ouais, c'est ça. En fait, donc il y a eu jusqu'au Covid, je jouais pas mal et enfin, j'enchaînais un peu les matchs et puis après, donc il y a eu le Covid et puis en revenant du Covid, j'ai fait un mois d'entraînement et je me suis blessé 2 jours avant la reprise des matchs et malheureusement là, j'ai traîné la blessure jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Donc j'ai pas rejoué, voilà, j'ai pas rejoué enfin ouais, jusqu'à la fin de la saison, quoi. Mais ouais, bah, c'était frustrant, mais bon, voilà, ça fait partie de la vie de sportif, quoi, les blessures. Donc, bah, après, c'était super de vivre ça avec le groupe quand même. Moi, c'était ma première année en pro et du coup, de voir, enfin, de vivre un peu une expérience de phase finale, c'était génial, quoi. Donc, non, j'ai plutôt bien vécu, ouais. Et du coup, comment ça se passe après pour la suite? Je sais que tu nous as notamment parlé de ton envie de rentrer en France une fois tes études terminées, notamment. C'est-à-dire que toi, pour toi, les Wasps, c'était un an et après, je rentre, j'essaie de rentrer en France? Non, pas du tout. En fait, moi, donc j'avais signé 2 ans là-bas et donc bah, enfin, je voulais voilà faire les choses dans l'ordre, donc essayer enfin toujours de vouloir progresser, de m'améliorer, etc. Mais voilà de vivre le truc à fond et de pas trop me disperser à vouloir absolument rentrer en France. Donc je me concentrais surtout sur le rugby et puis au final, bah, Toulouse m'a contacté en novembre 2019. Donc voilà, donc on a pris contact et puis de fil en aiguille. Ça s'est fait, quoi, en fait. Tout est parti de là. C'est fait à travers Pierre Broncan, qui est maintenant à Castres, qui en fait, à l'époque, travaillait à Basse.
Et en fait, on s'est rencontrés en Angleterre au match Wasp-Bath. Et donc, on a pris contact et c'est lui qui a parlé de moi à Toulouse. Et puis après, tout s'est fait. C'est un peu bizarre. Moi, enfin, je suis arrivé, j'ai fait un match. Après, je suis arrivé, j'étais en fin de blessure. J'ai fait un match, je me suis reblessé. Et puis là, du coup, depuis que je suis revenu, là, c'est en tout mon quatrième et mon troisième depuis mon retour. C'est surtout que t'es arrivé en fait après la préparation des Toulousains de cette saison, du coup. Ouais, c'est ça. Je suis arrivé un peu après la préparation, ouais, enfin en cours de saison d'ailleurs. C'était un peu, ouais, c'était pas l'idéal, je pense, sportivement parlant, quoi. Parce que voilà, c'est plus simple forcément quand t'as 2 mois ou un mois pour te préparer, comprendre comment le système marche, etc. Là, fallait aller très vite et être très précis. Bon, voilà, c'est un challenge, quoi. Mais ouais, du coup, je suis arrivé en cours de saison et puis là, je suis content d'en avoir fini avec les blessures d'être investi à fond dans l'équipe, quoi. Moi, j'aime beaucoup enfin, j'aime bien le style de jeu. J'aime beaucoup le style de jeu du Stade Toulousain. Je pense que j'appartiens un peu à cette mouvance. Donc ouais, bah, si je peux contribuer à l'équipe de cette façon, je suis content, quoi. Je reviens sur ta période en Angleterre. Pendant très longtemps, même, je pense que tu étais le seul joueur français à jouer en Angleterre. Ça te faisait quoi? Alors qu'à une époque, il y en avait un paquet. Ouais, bah après, c'était plus anecdotique que vraiment qu'un truc que je me disais tous les jours, quoi. Mais ouais, c'était marrant de se dire que j'étais le seul. Mais après, ouais, bah après, je pense que c'est toujours bien de vivre. Bon, c'est un peu le thème de votre podcast, mais c'est toujours bien de vivre une expérience un peu en dehors de la France. Je pense que c'est bien. Donc, j'espère que dans le futur, il y aura d'autres joueurs qui testeront un peu l'Angleterre et pourront se faire un avis aussi, quoi. Du coup, je crois que ça nous fait la transition parfaite vers Ouais. notre prochaine partie, à domicile ou à l'extérieur. Ce sont les régionaux de l'étape. Et tu prends le bus et c'est une aventure colossale. À domicile ou à l'extérieur. Oh, tu vas voir Thibaut pour cette partie, c'est tout simple. Donc, on va te poser des questions assez sur des thèmes assez larges, tu vas voir. Donc, tu devras juste répondre par à domicile ou à l'extérieur. Et ensuite, t'enchaînes et tu développes autant que tu veux. On a une première question pour toi parce que c'est un peu difficile de pouvoir juger à domicile pour toi qui a traversé un peu tous les quatre coins du globe. Donc, pour toi, d'abord, c'est quoi à domicile? C'est la France, ton pays de naissance? La Belgique, là où tu as grandi et étudié, ou encore l'Angleterre? Ouais, bah, du coup, c'est ça que je voulais te demander aussi. C'était quoi à domicile? Ah, c'est important de préciser, je pense. Non, bah, du coup, pour moi, à domicile, ça reste la France, quoi. Je suis français, je suis né en France, je vis en France aujourd'hui. Pour moi, je le vis comme un retour en France. Donc, pour moi, la France, c'est à domicile. Bon, ok. Déjà, ça nous aide pour la suite des questions. Euh, On a une question plus sur le côté terrain, le côté rugby. J'ai envie de savoir quel est le meilleur pays dans lequel tu as pu évoluer sur les terrains de rugby. Est-ce que c'est l'Angleterre, la France, l'Argentine ou encore la Belgique? Dans chaque pays, je jouais à des niveaux différents un peu. Donc, parce qu'en Belgique, je jouais jusqu'à 18 ans, donc en jeune. En Angleterre, c'était universitaire. En Argentine, c'était amateur/pro. Après, en Angleterre, c'est devenu pro. Et puis après, ici, en pro. Bah, d'une certaine façon, là où j'ai l'impression de prendre le plus de plaisir rugbystiquement, bah, je dirais Toulouse, quoi, parce que ouais, bah là, d'être dans un club comme ça, c'est assez particulier. Donc ouais, peut-être Toulouse. Et puis, mais après, ouais, le style de jeu en Argentine aussi m'a beaucoup plu. On tentait tout, un peu à la toulousaine, quoi, du coup. Mais ouais, on tentait beaucoup. Tu vois, c'était assez fluide comme rugby aussi, donc c'était assez sympa à jouer. Ouais. Donc, mais bon, donc du coup, pour répondre à ta question, ce serait à domicile. Ouais, c'est vrai que tu as joué dans plusieurs pays différents, mais au niveau de la culture aussi, quel a été le pays qui représentait le plus le rugby? Et encore, représenter le rugby, ça varie selon les pays. Mais là, je dirais, donc à l'extérieur, ce serait l'Argentine, je dirais. Après, mon expérience n'est pas forcément représentative de ce que tout le monde vit dans chaque pays, mais moi, en tout cas, pour mon expérience, là où ça a été le cas, c'était l'Argentine. Et puis, j'ai envie de dire à domicile aussi, parce que, pardon, je vais d'abord répondre donc, en Argentine, parce que là-bas, il y avait vraiment, tu vois, il y avait vraiment la culture club, enfin, on était vraiment tous ensemble. Il y avait 5 équipes, on s'entraînait ensemble, etc. On faisait des barbecues tous les jeudis, il y avait barbecue au club. Après les matchs, il y avait donc le jour de match, c'était les 5 équipes du club A qui jouent contre les 5 équipes du club B. Donc tu sais, avec tout le club toute la journée. Et puis à la fin, il y a une grosse troisième mi-temps, une grosse soirée. Donc ouais, ça pour moi, c'était vraiment hyper rugby, quoi. Donc ça, c'était super. Mais après, bah, en France aussi, là, à Toulouse, moi, je trouve aussi beaucoup cette culture rugby quand même. Cet esprit club, cet esprit groupe, famille, les valeurs.
de la déconnade, tout ça. Et puis ouais, les matchs, puis ouais, de fêter les matchs quand ça se passe bien, voilà quoi. C'est quelque chose que je retrouve ici aussi. Je crois qu'on peut déjà connaître la réponse de la prochaine question. C'est quoi la meilleure ambiance, autant dans les vestiaires que dans les tribunes, à domicile ou à l'extérieur? Wow. Bah là, ce serait entre la France et l'Argentine et je sais pas parce que d'un côté l'Argentine pour moi c'était vraiment dépaysant et c'était vraiment une aventure quoi. Donc j'ai envie de dire l'Argentine, mais de l'autre côté mais la France et le rugby français ça représente ce que je regarde depuis que je suis tout petit, donc ça me parle beaucoup. Ouais, là franchement c'est dur de trancher là. Franchement je dirais les deux là. À t'écouter, t'entends souvent parler de l'Argentine. C'est quelque chose qui t'a marqué. Ça a l'air de t'avoir marqué. Ouais, bah c'était génial, quoi, tu sais, de vivre une aventure d'un an à l'autre bout du monde, de partir un peu avec mon sac à dos à l'aventure et tout, c'était génial. Et puis de goûter au rugby là-bas, enfin tout s'était super bien passé en fait. Le rugby se passait super bien, le stage se passait bien, j'avais des bons potes, enfin tu vois vraiment il y a tout qui roulait quoi. Donc ouais, c'était génial, ouais, ça m'a beaucoup apporté, ouais. Et du coup, en Argentine, tu as pu en profiter aussi un peu pour voir le reste du pays ou tu t'es surtout concentré sur le rugby? Non, j'ai un petit peu voyagé, mais en fait, c'était compliqué de faire des voyages parce que, en fait, déjà, donc moi, j'étais en stage à la base là-bas. Donc, de 9h à 5h du lundi au vendredi, j'étais au boulot. Et puis après, j'avais le rugby aussi le week-end. Donc, j'avais des semaines bien chargées. Et donc ouais, j'ai pas eu vraiment de vacances ou de période où j'avais soit pas de rugby, enfin, où j'avais et pas de rugby et pas de stage. Mais à la fin, oui, j'ai pu faire 3 semaines de voyage dans le nord-ouest de l'Argentine, dans la Cordillère des Andes. J'étais dans les chutes d'Iguassou aussi, à la frontière avec le Brésil. Ça, c'était magnifique. Mais après, c'est un pays qui est gigantesque, quoi, qui fait 5 fois la France en superficie. Et donc, il y a énormément de choses à faire et à voir. Et donc, j'ai pu partir à l'occasion sur des week-ends à droite à gauche quand on n'avait pas match, mais j'ai pas fait le tour, j'ai pas fait le road trip de toute l'Amérique du Sud pendant 3 mois, quoi. Et au niveau du cadre de vie, là, pareil à domicile ou à l'extérieur? Autant la nourriture, je sais pas, les petites habitudes, l'alcool, la météo aussi, ça compte? Qu'est-ce que je dirais? En vrai, là, c'est un peu la même réponse que tout à l'heure. L'Argentine, c'était vraiment dépaysant, c'était particulier. La météo était top. Puis, ouais, les potes en Argentine et tout, c'était vraiment un régal, quoi. Mais après, j'aime beaucoup Moi, c'est la première fois que je vis vraiment en France et de vivre en France, franchement, je m'y plais beaucoup. J'aime beaucoup Toulouse, je trouve que c'est une super ville, même si, bon, forcément, tout est pas ouvert depuis que je suis arrivé, quoi. Mais ouais, ça me plaît beaucoup. Donc, bon, je pense que pour la question, je répondrai l'Argentine parce que j'ai vraiment pu faire le truc à fond et voilà, et que ici, j'ai pas encore vu vraiment toute la ville à cause du Covid, mais ouais, donc voilà. Est-ce que c'est vrai, cette grinta argentine qu'on peut retrouver dans les gradins? Ouais, ouais, à fond, ouais. Ah ouais, ouais, non, là, ouais. Ouais, ils sont au taquet, là, c'est impressionnant, là, dans les tribunes, là-bas, c'était quelque chose, quoi. Vraiment, c'était un délire, quoi, de jouer avec ça à côté qui te poussait, ou alors toi, de pousser les mecs qui étaient sur le terrain, ouais, c'était génial. Franchement, c'était un kiff. Et l'après-terrain, est-ce que à la troisième mi-temps, ça poussait autant? Ouais, 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 ça poussait à fond, ouais. Ouais. Ah ouais, ouais. Ah ouais, c'était énorme. Putain, franchement, ça me manque, hein. J'ai envie de retourner en Argentine, là. Franchement, c'était top. Et en Angleterre, il n'y avait pas trop de troisième mi-temps? Si, mais ouais, c'était pas pareil, quoi. Déjà, parce qu'après, en Argentine, il y avait des troisième mi-temps pareils parce que c'était amateur. Quand on était 300, enfin, t'avais donc les mecs des deux clubs qui étaient là, t'avais les joueuses du hockey des deux clubs qui étaient là. Donc, enfin, c'était une énorme boîte, en fait, le truc. Donc forcément, le contexte est stylé, quoi. Et voilà, c'est tout amateur, quoi. Alors que, bon, après, forcément, quand c'est pro, voilà, tu célèbres certains matchs, etc. Mais tu dois aussi prendre soin de ton corps, récupérer. Il y a des échéances particulières qui t'empêchent un peu de faire la fête du slip tous les samedis, quoi. On te souhaite un titre de champion de France avec le stade pour pouvoir vivre ça à Toulouse dans les bonnes conditions. Ah ouais, c'est clair, putain. On a pu avoir un échantillon, en tout cas, nous, en tant que supporters, en 2019, mais ça avait l'air de bien s'envoyer quand même hein, dans l'effectif stadiste. Ah ouais, c'était énorme. Ouais, j'avais vu tu sais, la vidéo sur YouTube là, tu sais, où le film un peu de la finale et de l'après-match et tout là. Enfin, ça avait l'air énorme. Puis après les mecs aussi ils me racontent. Enfin, c'était génial. Ça avait l'air énorme. On n'a pas parlé précisément, mais genre la nourriture quand même. Passer de l'Angleterre à l'Argentine pour après arriver en France, t'as relégué vraiment la nourriture anglaise au fond du tableau entre guillemets ou pas?
Ouais, c'est clair. Bah, c'est sûr que ouais, il y a une petite évolution, quoi. Mais ouais, bah ouais, non, c'est sûr que bon après la bouffe anglaise, elle est ce qu'elle est, quoi. Mais après, dans un contexte sportif quand même, tu sais, quand t'es nourri au club, etc. T'es dans une optique de performance, quoi. Donc les mecs, voilà, ils prennent ça en compte et donc on était bien nourris quand même au club, etc. Mais après, oui, c'est sûr que la qualité des produits que tu peux trouver en supermarché de base ici et là-bas, c'est pas exactement la même chose, quoi. Et puis après, ouais, les assados en Argentine, c'était un régal, quoi. Franchement, c'était putain tous les jeudis, barbecue, c'était trop bien, quoi. Je me suis régalé. Et t'es un fan du maté aussi? Ouais, mais j'en ai un ici, là. Et j'en bois pas tous les jours, mais parfois, il y en a quelques-uns dans l'équipe qui en boivent, là. Et puis, il y a un Argentin, là, Juan Cruz Maya, là, qui est arrivé il y a quoi, il y a 3 mois, là, 3, 4 mois. Et donc, ouais, donc on se fait des matés ensemble et tout, c'est sympa, quoi. Donc j'avais juste une petite dernière question sur la nourriture. Quand tu étais en Angleterre, t'as pas eu des coéquipiers qui t'ont demandé de leur faire à manger ou des choses comme ça? Non, j'ai pas eu ça. Moi, quand je suis arrivé, il n'y avait pas vraiment de bisutage ou tu sais, de trucs. Enfin, t'avais, oui, les trucs un peu, tu sais, tu dois genre chanter une chanson, raconter une histoire en soirée. Voilà, enfin, t'avais des trucs un peu de rugby en Angleterre, quoi. Rien de vraiment particulier, quoi. On veut le nom de la chanson. Ça sera une question, Greg. Ça sera une question, je pense, pour la suite. Et il y a moyen de Ouais, on va trouver la quelque chose. garder, on va la garder. Et d'ailleurs, du coup, on va passer à la prochaine partie où on connaîtra notamment le nom de cette chanson. C'est le Triangle des Bermudes. Il possède toutes les caractéristiques d'un triangle ordinaire. Le triangle des Bermudes. Tu connais pas? Et donc, dans cette partie, le but, il est tout simple. On va te poser plusieurs questions. Il va falloir nous donner 3 réponses. On va commencer tout de suite avec ce qu'on a teasé juste avant le jingle. Est-ce que tu peux nous donner 3 chansons pour un bisutage parfait? 3 chansons pour un visitage parfait. Ben après, ça dépend. Alors, attends, laisse-moi réfléchir. En tout cas, dans 3 ton cas. chansons. Ouais, dans mon cas. Qu'est-ce qui passe bien? En Angleterre, bon, il y a un classique. Là, je sais pas comment elle s'appelle, mais tu sais, la chanson qui fait Country Road, take me home. Vous voyez ou pas? Je crois que c'est encore mieux que le nom que tu nous la fasses comme ça. Celle-là, elle passe bien. Il y a celle-là. Après, t'as Wonderwall aussi, que tout le monde connaît. Et puis après, qu'est-ce que t'as d'autre? En Angleterre, qu'est-ce qu'il y avait qui était bien aussi? C'était quoi? C'était Cascada, je crois. Ouais, Cascada. Oh là là. Bon, ouais, celle-là, genre, on dirait pas comme ça, mais elle est pas mal. Elle envoie, je crois que comment elle s'appelle, c'est Every Time We Touch ou un truc comme ça, là. Ouais, c'est ça, exactement, ouais. Ouais. Et là, t'as tous les blaireaux dans le bus, tout le monde s'en va, quoi. Pour continuer, on a un peu parlé tout à l'heure, mais 3 façons pour préparer une expatriation. 3 façons pour préparer une expatriation. Soit tu vas un peu à l'arrache, quoi. Tu prends un billet d'avion aller et puis tu te démerdes à l'arrivée, quoi. Après, j'avais des potes aussi qui faisaient ça, qui partaient méga organisés. À l'extrême opposé. T'as le logement qui est prêt, les clés qui sont déposées dans la boîte aux lettres, le truc, tout est carré, bidule, les trucs. Donc, soit tu fais à l'arrache, soit tu fais organiser. Et puis, une autre façon, qu'est-ce que tu pourrais faire? Bah, après, tu peux faire, tu peux partir un peu à l'arrache. Tu peux faire un peu les deux, quoi. Tu fais à l'arrache, mais un peu organisé, quoi. Ou alors, tu fais un petit voyage, tu fais par étapes, quoi. Tu t'arrêtes un peu dans un pays de 3 jours, tu rebouges, machin, puis après, tu arrives à la destination. Du coup, est-ce que tu aurais 3 anecdotes dans lesquelles tu as été totalement dépaysé? Alors, 3 anecdotes dans lesquelles j'ai été totalement dépaysé. Il y a une chose qui m'avait pas mal plu en Argentine. Mais enfin, des anecdotes sur quoi un peu, genre n'importe ou. Ouais, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être quand tu vas au supermarché et t'acheter un bout de fromage, ou alors ou un entraînement, tout simplement. Non, il y a un truc qui me vient à l'esprit que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était en gros en Argentine, enfin, dans le club où j'étais, quand tu jouais pour la première fois en équipe 1, donc en fait, donc dans le vestiaire avant le match, tout le monde est là et tout. Et en fait, tu as les coachs qui te parlent. Donc moi, quand c'est arrivé, on était 3. On était 3 joueurs. Et donc on est tous dans le vestiaire de l'équipe 1 et tout avant le match. Et donc le coach, machin, il te parle, etc. Et moi, il m'avait dit, voilà, Thibaut, depuis que tu es arrivé, bon, enfin, voilà, ça a été un plaisir, machin et tout, mais putain, tu t'es envoyé, tu as commencé en équipe 5 et tout. Enfin, tu vois, au début, bon, un peu des généralités, genre bravo, c'est bien. Et puis à la fin, tu vois, ça partait vraiment en sentimental, tu vois. C'était, voilà, et aujourd'hui, tu vois, ce que tu représentes, c'est la famille de ce club. Quand tu seras dans l'avion un tour-retour, tu penseras à nous comme à ta famille, tu seras toujours le bienvenu.
Voilà, on t'aime, t'es avec nous, on est très fiers de toi, on est heureux pour toi et on sait que tu l'es aussi. Enfin, tu vois, c'était vraiment monté dans les émotions. Et donc ça m'avait pas mal touché. Je trouvais ça super beau, quoi. Tu sais, on était tous, toute l'équipe réunie, les coachs, machin et tout. C'était hyper. Puis, tu sais, c'est vraiment des histoires de vestiaire, des trucs intimes, quoi. Donc c'était vraiment super. Et puis après, dans la même chose, je crois que 2 semaines après, il y avait un autre joueur qui faisait sa première et c'était à l'époque le capitaine des moins de 20 de l'Argentine. Et en fait, bon, tu vois, les Argentins, c'est des gens hyper passionnels et tout. Là-bas, le rugby là-bas, c'est pas genre, tu sais, tu changes pas de club, tu fais pas. Enfin, voilà, quand tu es dans un club, tu y restes pour la vie. Quand tu t'es né, tu as grandi dans ce club et tu veux jouer dans ce club. Enfin, c'est un truc de vie, quoi. Et donc ça représente énormément pour eux de jouer dans le club. Et en plus, s'ils arrivent à jouer en équipe une, ça représente énormément. Et donc, ce capitaine des moins de 20, quand c'était son tour, du coup, à jouer son premier match, et donc le coach fait son speech et tout, puis après, on était tous, tu vois, serrés, quoi. Et putain, il était à côté de moi, et tu sais, je sentais qu'il. Donc, le mec lui parlait, on se chauffait pour le match et tout, et tu sais, le mec, il pleurait à chaudes larmes, quoi. Tu sais, il se lâchait complet, quoi. Et c'était, moi, je trouvais ça vraiment magnifique, quoi. Tu vois, tu sais, je me dis, putain, mais vas-y, c'est pour lui qu'on joue, genre, c'est un truc dont il se souviendra toute sa vie. Franchement, c'était magnifique, quoi. Donc ça, c'était sympa. Après, il y avait un truc qui était drôle aussi, c'est que du coup, après alors ça, c'était pas chez nous, mais c'est la première. Et après, deuxième anecdote, donc ça, c'était dans un autre club, le club rival d'ailleurs. Et en fait, quand eux, ils jouaient pour la première fois en équipe 1, ils devaient. Donc, on faisait la troisième mi-temps dans le clubhouse. Et donc tu avais enfin, voilà, t'avais tout le monde, les joueurs, les hockeyeuses, les familles, les trucs, les rugbyman et tout. Et puis, donc, à un moment, il y a un mec qui sonne une cloche, machin, et qui, voilà, c'est l'heure de la tradition, du bisutage, machin et tout. Et donc, quand tu avais joué ce jour-là pour la première fois en équipe 1, tu devais te mettre donc debout sur le bar. Et en gros, il te faisait affonner genre un espèce de, je sais pas, un tube ouais, je sais pas, il devait avoir quoi, un litre ou 2 litres alors c'était un bon, je crois que c'était surtout de la bière ou alors, enfin c'était pas un truc genre dégueu, tu vois, c'était pas genre plein de mélanges pourris. C'était soit de la bière, soit genre un truc chargé whisky coca ou je sais pas, voilà. Mais dedans en fait, ils te mettaient des poissons vivants aussi. Oh. Et donc les mecs devaient s'affonner tout le truc et bouffer les poissons et bref, c'était assez marrant. Mais voilà. Et après, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Non, mais après, attends, parce que j'en ai une, mais est-ce que j'ai pas autre chose qui m'ont dépaysé? Ouais, non, bah en vrai, un truc qui m'a bien plu, c'était encore une fois, quand tu joues pour la première fois en équipe 1, en Angleterre, du coup, cette fois. Bah, du coup, tu sais, tu dois te foutre à l'avant du bus. Donc ça, c'était pas, enfin, non, ça, c'était pas chez les Watts. C'était à l'université, mais en gros, tu dois te foutre à l'avant du bus, chanter une chanson, raconter une histoire de cul, raconter une blague, machin. Mais là, enfin, en vrai, tu vois, c'est juste sympa, tu vois. On se marre tous ensemble. Enfin, c'est un moment qui est sympa, tu vois, voilà, de chanter Cascada comme des blaireaux. Enfin, voilà, voilà, non, ça, c'est sympa. Bah, magnifique, hein. Je pense que ça répond aussi peut-être assez bien à la future question que j'avais, qui était 3 traditions de troisième mi-temps. Si tu as d'autres exemples, on est preneur, mais peut-être que tu as pas mal épuisé là-dedans. 3 traditions. Non, en Argentine, qu'est-ce qu'ils faisaient après? Ah oui, ouais, ils faisaient un truc aussi, c'était pas mal. Donc en gros, après le match, du coup, donc en fait, après, on se réunit autour du feu. Et donc là, c'est que les joueurs qui ont déjà joué au moins une fois en équipe 1. Et en gros, pour un peu introniser le nouveau de la confrérie, un peu. Genre, ça fait un peu cladique comment je le raconte. Mais en gros, donc en fait, tu es autour du feu comme ça, on est tous serrés. Et en gros, c'est chacun à son tour. Tu as tous les joueurs qui ont déjà joué qui te parlent à toi. Donc là, c'est pas que les coachs, c'est tout le monde. Mais ils te parlent, tu sais, en tant que personne, tu vois. Et tu te dis, voilà, ça, enfin, tu vois, genre ça, t'es comme ci, comme ça c'est bien, on est content, je sais pas quoi, tu nous fais marrer, enfin, tu vois ce que tu veux, tu vois, mais ils te parlent de toi. Et en gros, ils te font ça enfin, chaque personne te parle de toi et des autres mecs avec qui t'as joué. Et ouais, ça, je trouvais ça assez sympa, tu vois, surtout quand t'es jeune ou quoi, tu vois, moi j'avais 19-20 ans, c'était un moment qui était sympa, tu vois, autour du feu et tout, c'était sympa. Mais après, du coup, non, après, ils te rasent les cheveux, les sourcils. Du coup, quand je suis arrivé le lundi au stage, j'avais pas une super gueule, quoi. Mais voilà, puis après, non, l'objectif, c'est de te bourrer la gueule et voilà, c'est bien bonnard, quoi. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ouais, voilà. Non, après, troisième mi-temps, c'est toujours bonnard, quoi. T'as évité la fameuse boisson directement dans le crampon d'un des joueurs de l'équipe.
Ouais, ça, j'ai jamais eu à le faire, ça. Ah, bah, Pas encore. si Ça quelques va joueurs pas du stade tarder. nous écoutent. Ensuite, j'en ai une petite dernière, à moins que Greg en ait une autre après. Mais 3 terrains ou stades qui t'ont marqué. Alors il y en a deux. Enfin, il y en a. Donc déjà le premier, c'était contre. Donc c'est le stade de Gloucester. Et ça, j'avais beaucoup aimé. C'était un temps de. Enfin, tu vois, bon, c'était une journée pourrie. Il pleuvait des cordes, du vent. On s'est gelé tout le match et tout. Mais c'était. En fait, tu vois, le public était. Donc le stade à guichet fermé. Le public était chaud boulette. Et en fait, quand l'équipe de Gloucester, donc tu fais l'échauffement et tout, quand l'équipe de Gloucester rentre sur le terrain pour faire son échauffement, ils font un tour de terrain. Et là, tu as tout le public qui entonne les chants de Gloucester et tout. Et ça, je trouvais ça super, tu vois. Ça résonnait. Enfin, moi, c'était mon premier match en équipe 1 en pro avec les Wasps. Et moi, j'étais un peu impressionné, tu vois. C'est la première fois que vraiment j'avais un public comme ça qui venait pour un match et tout. Genre, c'était énorme. Et donc, tu sais, avec les chants, la pluie, le contexte et tout, j'étais assez impressionné, quoi. Donc, ça, j'avais bien kiffé. Après, j'avais bien aimé le stade de Leicester aussi où bah là, en fait, c'est juste comment le stade est construit. En fait, quand tu rentres sur le terrain, tu passes à travers la tribune et donc tu marches dans genre, enfin, bon, c'est bien fait, tu vois, tu slalomes pas entre les sièges, mais genre, tu marches vraiment à côté des gens qui regardent le match, quoi. Et ça, je trouvais ça assez sympa, tu vois. Ça faisait vraiment rugby, tu vois. C'est accessible, c'est bon art, quoi. Et après, tu arrives sur le terrain et là, tu sais, as l'énorme tribune en face et tout avec le public et tout. C'était sympa. Ça, j'avais bien aimé. Et après. Mais j'aurais envie de te dire Ernest Wallon parce que voilà, c'est Ernest Wallon, mais le problème c'est qu'il n'y a jamais eu de public encore comme moi quand j'ai joué, donc c'est un peu bizarre. Mais sinon, voilà, ouais, j'irai ces deux-là surtout. Petite question difficile. Est-ce que tu peux nous nommer 3 joueurs encore globe-trotteurs que toi? Ah, c'est chaud, hein. 3 joueurs encore plus globe-trotteurs que moi. Bon, qui se rapproche de toi à la limite. Ouais. Mais en vrai, mais je sais qu'il y avait un joueur qui était parti en Nouvelle-Zélande. Là, j'avais vu un article sur lui là. Mais ça, c'est donc quand moi j'étais en Argentine, lui était en Nouvelle-Zélande. Je sais qu'il était parti. Il y avait un article qui était sorti sur lui et tout. Mais je pourrais pas le nommer par contre. Je sais pas comment il s'appelle. Il y avait lui. Après, il y a d'autres. Après, il y a Baptiste François Martin aussi, qui est qui est un de mes meilleurs potes qui a joué aux Pays-Bas, qui a joué en Belgique, qui a joué en France, pas du tout en pro ou quoi, mais qui a un peu bougé, qui a joué en Irlande aussi. Voilà. Et qui d'autre Ouais, je sais pas. Moi, j'ai ces deux-là qui me viennent. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, Tu c'est t'en déjà es bien pas mal. sorti. Et d'ailleurs, du coup, je pense que c'est parfait juste pour la dernière question de cette petite partie. On aimerait connaître quand même tes 3 futures destinations, parce que tu vas pas quand même t'arrêter en si bon chemin, j'imagine. Ouais, bah après, moi, c'est quelque chose que j'avais beaucoup aimé, mais après, là, pour l'instant, j'aime beaucoup, enfin, j'aime bien, parce que, enfin, je veux dire, j'ai des objectifs et des envies tu sais, de carrière, de progression, etc. Et je pense pas que de continuer à barouder partout, à mes yeux, pour moi en tout cas, je pense pas enfin, ça correspond pas à ce que je veux aujourd'hui, mais c'est quelque chose que j'ai dans la tête pour plus tard, ou qui sait, ouais, pour bientôt, j'en sais rien, tu vois, mais je me vois pas repartir tout de suite, mais c'est quelque chose que ouais, j'ai vraiment en tête et j'adorerais jouer au Japon, j'adorerais jouer. Mais là, malheureusement, il y a plus le Super Rugby comme il y avait avant, mais tu vois, de jouer dans le Super Rugby où tu allais en Nouvelle-Zélande, en Argentine, en Afrique du Sud, en Australie, au Japon et tout, moi, ça m'aurait fait kiffer un truc de fou quoi, quand je parlais avec les Sudaf Wasp qui me racontaient comment ils vivaient leur tournée en Super Rugby, c'était énorme quoi. Franchement, ça faisait rêver quoi. Donc ouais, j'aimerais bien goûter à ça, mais du coup ouais, Japon, franchement, ça me titille bien. Mais après, ça a l'air quand même assez particulier. Mais après, Nouvelle-Zélande, c'est vraiment, ça m'attire énormément au-delà du rugby. Enfin, bon, le rugby forcément, mais aussi découvrir un peu la culture, tu vois, la mentalité des gens. Parce que moi, franchement, tous les néo-Z que j'ai pu croiser dans les clubs où je suis passé, c'était toujours des super mecs, des bonnes valeurs, tu vois, sympa, bonnard et tout, genre vraiment, vraiment tout bien, quoi. Et donc, d'aller découvrir un peu ça de plus près, franchement, ça me ferait kiffer. Et puis aussi, bah, tu vois, d'essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent rugbystiquement, tu vois, parce que bon, ça reste quand même, historiquement, ça reste la meilleure équipe, la meilleure nation de rugby du monde. Donc, tu sais, de voir un peu de l'intérieur comment ils fonctionnent, ce serait vraiment intéressant, quoi. Donc voilà. Bah, en tout cas, on va te souhaiter déjà de rester longtemps au Stade Toulousain. Et puis après, si jamais il y a opportunité, genre là, ça pourrait être cool du coup d'aller encore affronter un Voilà, peu c'est ça.
Du coup, merci Thibaut pour toutes ces réponses. On va passer maintenant à la dernière partie. Tamponne ton voyage. Alors, Martinique, Jamaïque. Je sais pas, n'importe, le plus loin possible. Cantal looks so beautiful. Tamponne ton voyage. Bon, pour cette dernière partie, on va te demander quelque chose d'assez simple sur le papier. On va voir comment tu vas t'en sortir pour terminer cette émission. On va te laisser une petite minute pour faire la promotion du rugby à l'étranger. Je te laisse parler, Thibaut. Ouais, donc mais je pense que c'est vraiment une opportunité c'est une chance à saisir, quoi, si jamais l'opportunité se présente, ou de moins essayer de se créer l'opportunité de vivre ça, parce que ça permet forcément de découvrir une autre façon de jouer au rugby d'abord, mais aussi de s'enrichir vraiment personnellement, quoi, de s'imprégner d'une culture étrangère, de comprendre comment d'autres mentalités fonctionnent. C'est hyper enrichissant de découvrir la diversité des autres pays, les filles des autres pays, enfin voilà, un peu tout, quoi. Et donc avec le rugby, en fait, moi je trouve que le rugby, je trouve que c'est vraiment un passeport, en fait. Tu peux très bien arriver dans un pays étranger. Tu vois, un peu comme moi en Argentine, tu vois, tu connais personne, t'as jamais été, tu sais pas trop où tu mets les pieds, mais avec tes crampons, tu peux rencontrer beaucoup de monde qui peuvent te permettre de trouver des opportunités. Alors, ça dépend de chaque situation, mais des professionnels ou pas, des potes qui vont te filer des coups de main. Enfin, en fait, ça te permet c'est comme si tu avais un point de chute, en fait, partout, quoi. Donc, la culture rugby est présente quand même dans pas mal de pays. Donc franchement, c'est vraiment génial. Donc ça permet aussi d'enlever peut-être la peur que certains peuvent avoir de partir, d'avoir le sentiment d'être vraiment seul et de partir sans repère. Mais voilà, donc de découvrir ça. Et puis, en tout cas, je pense je suis convaincu que ça m'a énormément apporté, tant sur le plan rugbyistique que personnel. Je suis convaincu que si je suis rugbyman pro aujourd'hui, c'est grâce à mes années de rugby à l'étranger, notamment en Argentine. Et donc voilà, donc je recommande fortement à tout le monde de soit de saisir l'occasion, ou alors de se donner les moyens d'aller vivre ça, parce que franchement, c'est quelque chose qui change une vie, quoi. Donc voilà. Bon, Romaric, je crois que Thibaut a très bien répondu. On peut le féliciter. Oui, tout à fait, ouais. On n'aurait pas fait mieux. Donc maintenant, par contre, on est preneur des retours d'expérience des gens qui vont aller à l'aéroport avec leurs crampons pour passer les portiques. Hein. Ça, on est très curieux de savoir ce que ça donne. Bon, en tout cas, merci beaucoup Thibaut, du coup, de nous avoir accordé un peu de ton temps en ce lendemain de victoire face au Munster en Coupe d'Europe. C'était vraiment un plaisir de te recevoir dans ce podcast pour ce premier épisode. On a pu apprendre plein de choses, surtout sur l'Argentine. Donc, ça donne envie de passer de l'autre côté de l'Atlantique. C'est top, on te remercie. Et moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Merci à vous, c'était très sympa. J'aime beaucoup le concept. Et puis, voilà, je vous souhaite bonne continuation. Et puis j'espère que ça va continuer de bien fonctionner. Tampon sur le passeport, on voyage en première. On a pris le cockpit pour un vestiaire. Le plan de vol fait tanguer comme une croisière. On prend le pouvoir ici, faut investir. Le clubhouse est ouvert, c'est la zizanie. On finira par chanter la zizaoui. Des histoires de voyage derrière les Maoris. Tamponné, fini ici.